on n'avait pas le droit d'utiliser les toilettes. Il y avait aussi plus le droit à la salle de bain. Et c'était de temps en temps qu'on avait le droit à la bassine. Déjà, on devait toutes les 3 se laver les unes après les autres dans la même bassine. Et les exorcismes forcés, j'en ai subi plusieurs, du fait que je sois LGBTQIA+. Je me suis mis en couple avec un mec qui avait 53 piges. Et puis, une fois que je suis arrivée chez lui, direct, dès que j'ai dépassé la porte, tu rends ton portefeuille, tes clés, ton téléphone. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est de retour avec Yora Noémie. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va. Yora Noémie, qu'on a déjà reçu dans un précédent épisode il y a 2 semaines maintenant. Il venait nous raconter son quotidien avec ses multiples handicaps, le SAMA, l'EM, etc. Donc c'est des maladies en plus qui sont peu connues et en plus très invalidantes. Donc je vous invite à regarder son épisode, il est très intéressant. Je tenais aussi d'ailleurs à remercier tous nos nouveaux abonnés qui se sont abonnés, qui nous rejoignent. On sait très bien que vous nous écoutez dans le train, dans le bus, en allant au travail ou pendant le travail. Donc merci beaucoup, ça nous fait chaud au cœur, et aussi merci à nos fidèles abonnés. Si vous voulez vous abonner d'ailleurs, n'hésitez pas, on a Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, toutes les plateformes de streaming audio, et nous venons d'ajouter Facebook, donc n'hésitez pas à aller aussi vous abonner. Donc on revient sur toi. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, on a parlé un peu de ta vie quotidienne, qui est un peu grosso modo arrivée après tes 18 ans. Et aujourd'hui, on va revenir un peu plus sur l'enfance, depuis ta naissance à peu près tes 18 ans. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça va être un épisode un peu sensible. Si vous êtes assez sensible ou s'il y a certaines choses qui peuvent vous perturber, on va parler notamment de violence, d'inceste, etc. Donc, si vous voulez ne pas écouter ça, je vous conseille de passer à un autre podcast. Donc on va commencer par ta naissance. Donc tu es née où déjà ? Alors juste, si je peux, avant de répondre à la question, préciser 2-3 numéros importants, dont le 3919, si on subit des violences, qui est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et oui, vraiment, je plus sois totalement ce que tu as dit, que si vous avez été victime de violences, ou si vous êtes très sensible, n'écoutez pas. Ou alors en tout petit morceau, mais vraiment, il faut pas non plus se trigger à de l'écoute quand on sent que ça ne va pas le faire. Voilà. Merci pour cette petite prévention. De rien. Et du coup, alors je suis née en banlieue parisienne et j'ai fait mes premiers Désolée. C'est pas grave, t'inquiète. Mes premiers mois dans le 9-3. Voilà pourquoi j'ai dit 3. Un an après ta naissance, il me semble, ta mère et toi, vous êtes séparés, c'est ça ? C'est ça. En fait, j'ai daté ça à mes 17 mois, parce qu'en fait, on ne m'a pas dit la date exacte quand je suis arrivée en Bretagne. Parce que du coup, j'ai quitté le 9-3, c'est le Saint-Denis, le 93, pour aller en Bretagne. Bien évidemment, pas seule. Quand on a 17 mois, on n'y va pas seul, mais voilà, pour rejoindre chez mes grands-parents. Et donc, je date ça à 17 mois, parce qu'en fait, comme je disais, on m'a pas dit de date précise. Et le peu de fois où on m'a dit des dates, c'est des dates qui se contredisent, que ce soit de la part de ma mère ou de la part de ma grand-mère. Et donc, du coup, je date ça à 17 mois, puisque j'ai trouvé des traces, entre guillemets, preuves, que à 16 mois, voire début de mes 17 mois, j'étais toujours en banlieue parisienne. Donc je date ça à ce moment-là. Ça a été dû à quoi ce déplacement ? C'est un peu flou, parce qu'en fait, encore une fois, il y a eu beaucoup de versions différentes, et je garderai la version la plus récente de ma mère, donc version qu'elle m'a donnée il y a à peu près 2 ans, que en fait, elle n'arrivait pas à gérer en fait sa parentalité avec moi et l'enfant qui suivait. Et donc du coup, étant donné qu'elle n'arrivait pas à gérer sa parentalité et qu'en plus elle rencontrait beaucoup de difficultés au quotidien, elle a voulu se débarrasser proprement d'un des 2 enfants, et bien évidemment, elle s'est débarrassée de l'enfant le plus vieux. C'est à peu près logique. Et du coup, c'est sa mère qui lui a proposé de me récupérer. Et donc de base, c'était censé être temporaire, et elle était censée me récupérer quand elle l'aurait souhaité, et en fait, elle a jamais pu me récupérer. Après ça, donc t'es chez tes grands-parents, c'est ça ? C'est ça. Dans quel contexte tu grandis chez tes grands-parents ? Est-ce qu'ils sont à la retraite déjà à ce moment-là ?
Alors, oui, ils sont à la retraite depuis très longtemps. Alors, niveau de ma grand-mère, je sais pas trop à quel niveau elle a travaillé ou pas. C'est un peu flou, du coup, je m'aventurerai pas trop sur ça, mais en tout cas, elle travaille pas. Et le grand-père, il a été mis, en retraite, anticipée puisqu'il avait des problèmes de santé. Donc tu les avais un peu pour toi tout seul? Non, il y avait une cousine aussi qui habitait, chez elle, pardon. Et en fait, il faut juste préciser et je tiens à le souligner parce que pour moi ça a un sens, surtout avec ce qui va être dit derrière et d'où mon inquiétude pour, les autres cousins, cousines, de combien en réalité on a été victime, de nos grands-parents. La Les grands-parents ont gardé la plupart de leurs petits-enfants à des moments donnés différents, à des durées aussi, diverses et variées et il y a que 2 des petits-enfants qui ont été épargnés de ça, sur tout le nombre qu'on est et quand même on est nombreux. Mais, à l'époque où je suis arrivée, bah, il y en avait plus qu'une seule qui était à temps plein et qui est restée à temps plein, de sa naissance et qui y est toujours d'ailleurs. On va commencer un peu à rentrer dans la partie un peu plus sensible. Tes grands-parents, ils sont aussi beaucoup dans la religion, c'est ça? Oui, mais en fait, dans ma famille, donc il y a un contexte, religieux, assez divers et fragmenté, puisqu'il y a plein de contextes, religieux différents et notre famille est très divisée, notamment liée à ça, mais pas que. Mais, en ce qui concerne le noyau du coup, le plus proche de moi, biologiquement parlant, donc ma mère, ses parents et ses frères et sœurs les plus proches, bah, en fait, c'est, tous dans la religion évangélique. Mais le problème, c'est que c'est une forme, d'évangélisme à dérive, qui penche vers des dérives sectaires très clairement. Parce qu'il faut juste préciser que, la religion évangélique est certes considérée comme une religion en France et dans d'autres pays, mais, l'organisme, national qui, alerte sur les dangers, des sectes et des dérives sectaires a quand même épinglé plusieurs fois l'évangélisme parce que, il y a plusieurs dérives, autant en termes de violence que autant en termes de, côté, rester reclus, privation de liberté et cetera et cetera. Est-ce que toi, dès que t'es arrivé chez tes grands-parents, ils t'ont directement initié à la religion? Alors, du coup, j'ai pas des souvenirs précis de, quand je suis arrivée parce que, bah, j'étais trop jeune, mais bien évidemment que, étant donné, l'atmosphère, religieuse mais quasi systématique où en fait, tu te lèves, si tu pries pas de toi-même, on va te forcer à prier. Et ça va être du lever jusqu'à ton coucher, en fait. Et tout va être dicté sous des normes dites loi de Dieu, mais vraiment tout à 100%. Et donc, du coup, étant donné cette atmosphère très rigide, je dirais, stricte et sévère, bien évidemment qu'à mon avis, dès que je suis arrivée, j'ai baigné direct dedans. Puisque, désolée, donc je suis désolée d'avance, donc ça va choquer des personnes. Pendant tout du long du podcast, je vais appeler ma grand-mère la vieille. Parce que du coup, j'ai un petit peu du mal à la considérer pleinement comme ma grand-mère, donc du coup, la vieille. La vieille s'est amusée à me raconter que, dès que je suis arrivée, il y a eu, ce qu'ils appellent les impositions des mains. En gros, c'est des exorcismes. Parce que je pleurais trop. Est-ce que c'est normal qu'un bébé de 17 mois, qui vient d'être arraché brutalement à sa mère, qui ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive, qui arrive dans une autre région qui est quand même, à des années-lumière, hein, la vie en Bretagne et la vie en banlieue parisienne, ça n'a rien à voir et surtout encore plus à l'époque. Est-ce que c'est normal que ce bébé pleure? Je crois que oui, en fait. Mais pour eux, bah non, c'était pas normal du coup, voilà. Ok, d'accord. Bon, j'avoue que je m'attendais pas à ça, mais est-ce qu'il y avait d'autres... Est-ce que plus tard, quand tu as grandi, tu as pu constater d'autres influences de la religion sur la manière dont il était éduqué? Oui, bah totalement parce que, encore une fois je précise, c'est pas dans toutes les familles évangéliques pareil, mais il y en a quand même un nombre non négligeable où c'est comme ça, où en fait tu vas avoir une censure extrême de ce qui est appelé le monde extérieur. Parce qu'en fait ils vont opposer, c'est une vision assez simpliste je dirais, des choses où en fait d'un côté t'as le bien, de l'autre côté t'as le mal. Et donc en fait eux, dans leurs termes, c'est, d'un côté t'as la vie avec Dieu, la vie sans Dieu et d'un côté, du coup, la vie chrétienne et puis le reste c'est le monde. Voilà.
Et donc du coup, ouais, il y a la censure en fait de tout ce qui est monde extérieur et puis il y a des sanctions assez sévères en fait quand tu essayes d'aller au-delà de cette censure-là, parce que j'ai toujours eu, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, d'être assez curieux. Et donc, je m'amusais déjà dès le collège et encore plus après au lycée à ramener des livres interdits. Et donc, pour préciser, qu'est-ce que c'est que les livres interdits? C'est tout livre qui traitait de philosophie, de sociologie, de psychologie, bref, tout ce qui te permet de penser, en fait. Ouais, donc tout ce qui t'ouvre à autre chose que la religion. C'est ça. En fait, tout ce qui t'ouvre à autre chose de la religion, c'est considéré comme un péché et selon le contexte dans lequel que tu es, si en plus il y a d'autres types de violences, tu vas subir des violences. Et nous, c'était très clairement le cas où en fait, nombre de trempes que je me suis ramassée à cause de ça, parce que justement, je respectais pas les règles et ça allait jusqu'au point que en fait, dès que je rentrais à la maison, mon sac était systématiquement fouillé. En fait, c'était même pire que fouillé, c'était le sac était renversé jusqu'à la moindre poche pour vérifier et je devais me déshabiller pour m'assurer que je n'avais rien sur moi qui soit interdit. C'était Ok, donc ça allait trop loin. c'était beaucoup trop strict en fait. Oui, c'était assez strict. Et ça allait aussi sur d'autres domaines, en fait, parce qu'en fait, ni plus ni moins, c'est un contrôle de la personne, de la pensée, etc. Puisque, pareil, sur le fait d'avoir des amis, j'avais pas le droit d'avoir des amis, surtout si elles n'étaient pas des amis religieux. Déjà, des amis à l'église, si je passais trop de temps avec, bon là, du coup, c'est plus par rapport aux violences intrafamiliales que le contexte religieux en soi, mais si je passais trop de temps avec, je savais que quand je rentrais à la maison, j'allais me ramasser des trempes. Grosso modo, me faire rouer de coups, en gros. Justement, tu parles du contexte intrafamilial. Comment ça se passe dans ta maison? Ça se passe mal parce que du coup, justement, un peu tout est rythmé au rythme de la violence, très clairement. Tu vois, par exemple, là, comme je disais, si j'essayais d'avoir des amis, pour un oui, pour un non, ça allait être facilement des coups. Et du coup, juste pour terminer cette petite parenthèse sur les amis, si la vieille découvrait que j'avais des amis qui étaient non chrétiens, là, ça bardait. C'était vraiment en mode mais non, mais pourquoi tu t'allies avec le monde, etc. Tu vas te perdre et tout, t'es la honte de la famille et tout. C'était. Voilà. Et du coup, pour revenir sur le contexte intrafamilial violent, c'était vraiment des violences physiques plusieurs fois par jour. Il y avait des rares jours où il n'y en avait qu'une fois ou pas, mais c'était extrêmement rare. Et puis d'autres violences qui vont souvent ensemble, violences verbales et puis violences sexuelles aussi régulières. Moins régulières les violences sexuelles que les violences physiques et verbales, mais quand même trop régulières. Est-ce qu'ils justifiaient, même si c'est pas le bon mot, leurs actions? Est-ce que genre pour eux il y avait une logique là-dedans? Alors en ce qui concerne ma grand-mère, de base elle se justifiait pas sur les violences. Du coup, là, je parle de tout ce qui s'est passé après mes 5 ans. Parce que du coup, ce qui s'est passé avant mes 5 ans, c'est un peu différent. Parce que c'était pas non plus la même atmosphère. Parce que juste pour préciser, donc avant mes 5 ans, le grand-père était toujours en vie. Et après, le grand-père est décédé peu de temps avant mes 5 ans. Et donc, il y a eu un changement dans l'atmosphère familiale parce que le grand-père, lui, c'était de la violence douce, si je peux me permettre de dire les choses ainsi. Dans le sens où tu le vois, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Et il a l'air très doux, etc., etc. Mais pour autant, donc il va pas mettre de coups, etc. Il en a jamais mis, à ma connaissance, et à ce que mes souvenirs se souviennent. Il n'est pas non plus du genre à crier, hurler, humilier, etc. Mais par contre, les VSS, voilà. Il va te le faire de manière hyper douce, entre guillemets. Alors que la grand-mère, du coup, c'était tout le contraire de son mari. D'où aussi l'évolution de l'atmosphère familiale dès qu'il est décédé. Elle était explosive H24. Et vraiment H24. Donc c'est ton grand-père qui t'a fait subir tout ce qui était violence sexuelle? Non, les deux. Les deux? Les deux. Pas de la même manière, mais les deux, ouais. Ok, donc t'avais aucun répit en fait? Non. Est-ce que ta cousine, c'était en même temps que toi ou est-ce qu'ils avaient une préférence à un moment et une préférence après? Non, c'était pas au même moment. Et d'ailleurs, j'ai oublié les deux. Désolée. Je suis un peu fatiguée moi aussi du coup. Pas de soucis, t'inquiète. Si à un moment je dévie d'une question, désolée, c'est pas fait exprès. Du coup, j'ai oublié de répondre à la question de si c'était justifié. Je vais y répondre dans la foulée en même temps que ça. Alors, au départ, du coup, des premières poussées de violence après le décès du grand-père, c'était vraiment en mode elle essayait de se justifier, en fait, du coup, elle, la grand-mère.
Et donc, quand elle nous rouait de coups, elle trouvait toujours une excuse. C'était une petite connerie qu'on avait fait, c'était quelque chose qu'on avait cassé, ou trop de bruit qu'on faisait, ou alors on bougeait trop. Ou alors, ma cousine à l'époque, elle était ado, pré-ado, quand le grand-père est décédé, et donc, à certains moments, elle a regardé la télé alors que c'était interdit. Surtout sans le contrôle de la grand-mère qui valide bien que ce qu'on regarde, c'est bien. Et donc, du coup, elle s'est ramassée des très grosses trempes comme ça, en fait. Juste parce qu'elle regardait la télé. C'est ça, parce que la grand-mère découvrait que, ah bah tiens, la télé a été allumée. Parce que du coup, elle allait vérifier, et en fait, niveau de la température, ça évolue un petit peu. Surtout quand t'as une télé vieille, en fait. Et du coup, direct, elle se faisait cramer comme ça, et c'était une excuse. Et donc ça, c'était les deux premières années après le décès du grand-père. En fait, on se ramassait des trempes tout le temps, pour des oui, pour des non, mais elle cherchait à se justifier à l'époque. Et en fait, ça a évolué dans deux sens, autant par rapport aux violences qu'on a subies et autant sur la justification. Déjà, première évolution, c'est que de base, donc pendant ces 2 premières années, elle essayait de nous monter l'une contre l'autre. Ma cousine contre moi contre ma cousine. En fait, très clairement, quand elle nous faisait des violences, elle demandait à l'autre d'aider. Du coup, vous aidiez la vieille, du coup? Oui. Les 2 premières années, on a aidé des deux côtés. J'imagine que vous n'avez pas le choix. Ça, je suis un peu plus nuancée, je suis un peu plus dure sur ça parce que, personnellement, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et je me dis, elle était plus grande. Après, je sais, oui, il y a un contexte de... du coup, elle était beaucoup plus baignée dans la violence parce que plus âgée aussi. Mais à partir du moment où, si un gamin de 7 ans arrive à se dire non, stop, c'est trop. Quelqu'un qui a 7 ans de plus est tout aussi capable, tu vois. Et en fait, au final, elle n'a pas eu cette capacité-là, en fait, de faire comme moi, parce que peut-être que j'étais un peu trop rebelle. Parce que justement, la vieille me l'a toujours reproché d'être trop rebelle. Et donc, en fait, il y a eu 2 incidents qui ont fait, du coup, basculer à ce niveau-là. En fait, du coup, pendant 2 ans, on subissait tous les deux. Et au bout de 2 ans, en fait, il y a eu... donc, le premier incident, c'est une fois, elle avait fait une bêtise qui était absolument minime. Et en fait, elle a eu tellement de coups qu'elle a saigné des dents. Et ça m'a choquée, en fait. Et donc après ça, j'étais en mode: «Mais ça va trop loin». Bon, ça fait quand Ça même... t'a traumatisé. C'est ça, ça fait quand même un peu long de mettre 2 ans à se dire: «Ça va trop loin», mais au moins, il y a eu un moment où j'ai réussi à percuter, de me dire: «Ça va trop loin». Et quelques jours après ou juste avant, je sais plus exactement, en fait, la vieille nous faisait croire qu'on était filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elle disait qu'elle donnait ces vidéos-là à la femme du pasteur et d'autres personnes de l'église, notamment la femme du pasteur. Et donc, la cousine, elle était au collège, donc elle avait cours le mercredi matin, et moi non, j'avais pas cours le mercredi matin, parce que du coup, j'étais en école primaire. Et un mercredi après-midi, la vieille me demande de dire à la cousine que j'ai vu la femme du pasteur passer récupérer la cassette. Donc de mentir. C'est ça. Et donc j'ai dit non. J'ai dit non en fait parce que je l'avais pas vu passer, et en fait c'était faux, tu vois. Et donc du coup, je pense qu'il y a eu le côté que la vieille a compris que j'étais pas un bon allié. Et du coup, elle s'est dit, bon à la place d'avoir un mauvais allié d'un côté et un bon d'un autre, autant avoir un ennemi d'un côté, un allié d'un autre. Tu vois. Oui. Et donc, à partir de, du coup, environ mes 7 ans, là, ça a changé sur le fait que, du coup, ça s'est retourné le tout contre moi. Et là, elle ne cherchait plus à se justifier. Ok, c'était juste, c'est la cible en point. C'est ça. Et c'était fini. La justification, c'était vraiment finito. Les seules fois où elle s'est justifiée, c'était par rapport aux violences LGBTQIA+ phobes, où en fait, ma transidentité à l'époque a passé pour le fait que je sois lesbienne. Et donc du coup, j'ai eu énormément de coups et d'humiliations parce que j'étais lesbienne. Alors qu'en réalité, c'est parce que je suis trans. Et c'est les seuls trucs où elle se justifiait. Même, par exemple, il y a eu aussi un autre type de violence qui est un peu moins visibilisé parce que c'est un type de violence assez spécifique et interne au milieu religieux extrémiste. C'est les exorcismes forcés, très clairement. Et j'en ai subi plusieurs. Et notamment du fait que je sois LGBTQIA+.
Oui, ça c'est connu, c'est pour soi-disant soigner ou C'est enlever le ça. mal. En fait, c'est considéré comme si l'homme de Dieu ou le pasteur, mais c'est pas toujours des pasteurs, hein, il va te faire l'exorcisme pour sortir. J'ai du mal avec ce mot, mais ça commence par un D. Ah, je peux le dire? Ouais, C'est démon, non? oui, en toi. Et parce qu'en fait, ils considèrent que le fait d'être LGBTQIA+, c'est un... Voilà. Voilà. Et donc du coup, ça va être selon la personne qui te le fait. Souvent des hommes, hein. Faut le préciser, ça aussi. Ça va être hyper long et hyper violent. Et ouais, parfois, on peut t'obliger à le faire, en fait, tout simplement. Parce qu'on va te dire que si tu le refuses, c'est que t'es encore plus avec ça et que c'est plus toi qui décide, en fait. Et donc, t'as pas le choix, c'est ok ou ok. C'est ça. Et donc, du coup, c'est les seules violences qui étaient justifiées après, justement, mes 7 ans. Mais le reste, c'était plus justifié. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de VSS. Est-ce que tu peux juste justifier à quelqu'un qui te demande en commentaire? Ok, VSS, c'est l'acronyme pour violence sexiste et sexuelle. Mais souvent, même quand on parle juste de violence sexuelle, on dit VSS. Ok. Et ça évite de dire à chaque fois le mot et voilà, c'est plus court et c'est un peu moins trigger. Du coup, on l'a compris, la mort de ton grand-père, je veux dire. Oui. Ok. Donc, la mort de ton grand-père a un peu empiré la situation. Mais est-ce qu'il y a eu une sorte de soulagement au début en se disant, bon, il y a un bourreau en moins? Absolument pas, parce qu'en fait, au départ, je me rendais pas compte qu'il était bourreau. Et en fait, oui, comme je disais, c'était de la violence douce, en fait. Donc quand t'as quelqu'un qui te fait de la violence douce, ça dépend peut-être des personnes, et peut-être qu'au bout d'un moment, tu t'en rends compte quand c'est pendant plus d'années. Mais quand tu as quelqu'un qui te fait des violences douces, donc de très jeune jusqu'à presque tes 5 ans, et qu'après, tu subis de la violence plus directe, à tes yeux, c'est pas du tout un bourreau, hein, c'est un ange. Pour moi, mon grand-père, ça a été pendant des années, c'était un ange dans ma tête. Peut-être préciser, c'est quoi violence douce? Ma violence douce, c'est le fait que, comme je disais tout à l'heure, lui, il a jamais mis, de mes souvenirs en tout cas, il a jamais mis la main ni sur moi, ni sur sa femme, de ce que je sache, ni sur mes cousins, cousines, ni sur personne en fait. Mais par contre, il criait pas, il a pas non plus été humiliant. C'est un homme qui était calme, oui, on peut le dire. Mais par contre, ouais, violence sexuelle, bah ça y allait quand même, tu vois. Mais Sans violence. Voilà, En fait, c'est c'est ça. sans violence. Et c'est ça aussi qui est très dur et qui est, personnellement, je trouve que ça a été encore plus dur pour moi dans mon cheminement de, entre très gros guillemets, accepter, et encore, ça pourrait discuter ce terme parce que je ne l'ai pas vraiment accepté. Ouais, comprendre ce qui s'est passé parce que justement, le fait qu'il le faisait avec un calme, mais genre, comme c'était un truc normal, genre limite, il me faisait un câlin, quoi. Et en fait, c'est encore plus dur en fait parce que c'est hyper dur en fait à assimiler, tu vois? De dire, «Ah bah oui, ça qui était pourtant le fait dans le plus grand des calmes, bah, c'était violent». C'est très dur en fait d'arriver à poser le mot, c'était violent. Et donc du coup, ouais non, à l'époque, il était pas, du tout, je le considérais pas du tout comme un bourreau, et même pendant, toute mon adolescence, je le considérais pas du tout comme un bourreau. Donc non, pour moi, ça a pas été un soulagement le fait qu'il parte. Il y a eu les premières années où, du fait que j'étais très jeune, je comprenais pas trop. Il y avait un peu cet espoir qu'il revienne, etc. C'est bien que pendant un moment, je l'appelais toutes les nuits. Ça a duré assez longtemps. Et Au téléphone ou juste tu non, criais son je nom? criais. Ouais. Et, ouais, après, bah, quand je me suis vraiment rendu compte qu'au bout d'un moment, il ne reviendrait jamais, bah, ça a été vraiment dur en fait. Et donc, donc ouais, je le considérais pas du tout comme un bourgeois. Comme je disais, je le considérais comme un ange en fait. Et donc c'était très dur son départ, ouais. Est-ce que à un moment, t'as essayé de fuir cet environnement un peu malsain? Non, et je l'espérais, mais je n'ai jamais essayé parce que la vieille aimait bien nous faire peur de l'extérieur. Elle avait toujours des anecdotes horribles à raconter, genre que limite à l'extérieur, elle nous faisait croire que le monde extérieur était tellement violent que si à un moment on aurait été seul sans elle, genre on n'aurait pas survécu longtemps en fait.
Et donc il y avait déjà ce côté-là qu'elle nous faisait hyper peur de l'extérieur, genre tout le temps. Et puis en plus, elle aimait bien parler des fugues, qui est assez surprenant. Et donc en fait, à chaque fois qu'elle parlait du sujet de fugue, en fait, ce qui est très paradoxal, hein, parce qu'elle voulait pas qu'on ait du lien avec l'extérieur, mais par contre, tout ce qui était fait divers, s'en fichait. Et divers, c'est-à-dire genre elle te racontait, ouais, il y a eu tel meurtre ici, tel meurtre. C'est ça. Là. Ok. Voilà. Donc elle apportait en plus un climat de c'est dangereux le monde extérieur. Mais littéralement. Et parce que même d'ailleurs, une des rares émissions qui était autorisée à la maison, c'était une émission où il parlait d'histoire de MEUR, voilà. Et donc du coup, c'était hyper glauque, hein, vraiment hyper glauque. Et donc du coup, merde, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et du coup, niveau des faits divers, quand il y avait quelqu'un qui fuguait, et ben en fait, elle allait nous le raconter. Et puis juste derrière, elle allait dire ah bah voilà. La personne a été attrapée par la police, etc. Elle va le payer cher et tout et tout. Et puis, longtemps, elle nous a fait croire que les personnes qui fuguaient, ils terminaient soit en prison, soit en HP. Et je n'ose pas te dire comment elle nous décrivait ces endroits-là, parce qu'elle avait un très bon don pour rendre les choses encore plus horribles à la description. Donc en fait, tu te dis, je quitte ça pour aller vers un endroit qui fait encore plus peur que tu connais pas en plus. Et du coup, non, j'y ai pensé plusieurs fois à la fugue, mais en fait, j'avais peur de terminer moi-même en prison, quoi, tu vois. Et donc, ouais, j'ai jamais fugué. Et même à un moment où, avec du recul, je me dis, putain, ça aurait pu être vraiment le moment de fuguer. J'avais réussi avec le lycée à faire partie d'un programme Erasmus+, donc qui était totalement pris en charge par l'Union européenne. Et donc, j'avais pu aller en Allemagne. Et donc là, j'aurais pu trouver un moyen pour me barrer au moment où on retourne en France, tu vois. Mais non, je l'ai même pas fait. Parce que j'ai eu peur, en fait, d'avoir des plus grosses punitions derrière, tu vois. Mais ouais, il y avait ce côté, du coup, que j'essayais pas de fuir. Mais en même temps, il y avait un peu cet espoir de fuir. Et il y avait aussi l'espoir de tenir le coup jusqu'à mes 18 ans. Parce que par contre, pour moi, c'était clair que le jour où j'avais 18 ans, je me barrais. En réalité, ça a été un peu plus complexe et difficile parce que même si légalement, 18 ans, t'es libre, bon, le terrain légal et la réalité, il y a un petit écart quand même. Mais du coup, ouais, par rapport à ça, ben juste, j'ai prié pendant de très nombreuses années. Oui, du coup, j'étais à fond dans la religion à l'époque. Où je demandais à Dieu de tenir le coup, au moins d'avoir une semaine sans violence. Et après quoi, la vieille pouvait me tuer. Ah ouais, t'étais radicale toi aussi. Et parce que c'était tellement de violence tout le temps qu'en fait, je n'imaginais même pas qu'une semaine sans violence, c'était possible. Bien que le jour où j'ai eu mon échange Erasmus+, et que j'ai eu la semaine sans violence, j'ai eu peur à mon retour. Parce que je me suis dit, ah ouais, Dieu a entendu ma prière, mais du coup, là, c'est la fin. Hein. Ouais, tu t'es dit, c'est fini pour moi, quoi. C'est ça. Heureusement, c'était pas la fin, mais voilà quoi. Mais est-ce que t'as essayé de... Parce que du coup, en plus, si tu priais, est-ce que t'as essayé de t'en parler donc t'as un prêtre ou dans ton école, pendant ton échange par exemple, d'essayer de discuter avec tes camarades pour voir comment est-ce que leur quotidien était. Enfin, est-ce que t'as essayé de sonner des alertes? Alors, il y a eu des alertes de sonner, mais pas à l'église. Parce qu'en fait, déjà, quand on allait à l'église, on allait dans différentes églises. Certaines églises étaient déjà pour moi à l'époque me faisaient peur, mais maintenant, avec mon regard plus adulte, c'était des églises que je pourrais très bien caractériser de dangereuses. Mais même pour les églises non dangereuses, donc celles qui n'ont pas ou très peu de dérives sectaires, je n'en ai jamais parlé parce que déjà, la vieille était juste à côté. Donc tu vas pas prendre ce risque-là quand tu sais que la personne qui te fait le mal elle te fait est juste à côté de toi. Et puis il y avait le côté aussi où, en fait, dans l'église, là je fais une généralité un peu, mais surtout dans les milieux fermés, tout le monde est lié à tout le monde connaît tout le monde, et donc il y avait un risque que ça se répète et qu'au final, ça m'aggrave ma situation, tu vois. Donc non, à l'église, j'ai absolument pas tenté d'en parler. Par contre, il y a eu d'autres signaux d'alarme. Je pense notamment aux profs. En fait, j'ai jamais dit à mes profs directement ce que je subissais, du moins. De mes souvenirs, j'ai jamais dit directement. Moi, si, il y a 2 profs, mais c'est lycée et j'en reviendrai plus tard dessus. Mais du coup, ouais, j'avais, à part ces 2 profs-là, j'avais jamais dit directement que je subissais des violences. Il y avait juste des signaux qui ne trompaient pas.
Et le fait que, autant au collège et encore plus au lycée, j'évitais. En fait, je faisais tout pour ne pas rentrer chez moi, en fait. Je faisais reculer l'heure, même de plusieurs heures au lycée puisque j'arrivais, je prenais le premier bus à 5h20 du matin. Qui fait ça? Très clairement. Et je rentrais chez moi, dans les environs de 19h. Et en Oui, fait, donc, pendant tout ce temps-là, je restais au lycée et donc même avant que le lycée soit ouvert. Donc j'attendais, qu'il fasse hyper froid ou quoi, même qu'on avait, du verglas et tout, hein. J'attendais devant la porte alors que le lycée était encore fermé, parce que je préférais me les cailler, avoir froid, que de subir encore plus de violence, tu vois? Et pour la fermeture, bah, c'était pareil, c'est je partais à l'heure de fermeture. Bon, c'est quand même, un signaux parmi tant d'autres. Au collège aussi, il y avait un peu ce signaux-là, mais moins, parce que la vieille venait me chercher. Donc je pouvais moins, gratter de temps qu'au lycée. Et puis, il y avait aussi le fait que, j'ai été très peu de colle avec les profs, beaucoup trop. J'ai dû être même un peu chiant à certains moments peut-être. Parce que ouais, j'étais très, 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 très collant avec les profs et j'ai même fait une lettre, je sais pas si la prof l'a vraiment eu ou pas, mais où j'ai demandé à une prof de m'adopter. oui, donc je voulais vraiment quitter ton environnement. Oui, donc pour moi, il y avait quand même des signaux, tu vois? Mais qui ont pas été vus. Je sais pas si c'est parce que ça a pas été vu ou si c'est parce que, aussi, d'une certaine manière, je comprends que les profs, ils ont autre chose à faire que, de se préoccuper du contexte de vie de leurs élèves et qui, elles, ont pas voulu le voir. Mais pourtant, c'est bien dommage parce que c'est, elles qui peuvent être en première ligne, en fait. Il y a un manque de formation aussi, peut-être. Oui, ah ça c'est sûr. Il y a un manque de formation criant, autant, en société que niveau des profs. En fait, les profs ne sont pas, formés, habilités à voir les premiers signaux, en fait, qui sont des alarmes rouges, en fait, qu'un enfant pourrait subir des violences. Mais, heu, mais ouais, j'en veux pas à mes profs, parce que je me dis que, bon, bah, je peux comprendre qu'elles n'ont pas pu ou voulu voir. Mais par contre, à toute la génération de profs là qui est en train de passer, qui passe et qui se forment pas, ça pour le coup, ça me met un peu en colère, tu vois? Parce que, bah, des enfants qui subissent des VSS, il y en a énormément. Intrafamilial, c'est 165 000 enfants par an, C'est énorme. c'est beaucoup trop. En autres termes, c'est, un enfant qui subit, un viol ou une tentative de viol toutes les 3 minutes, rien qu'en France. Et quand on parle de violences physiques qui peuvent mener même jusqu'à la mort, c'est un enfant tous les 5 jours qui meurt sous les coups de ses parents en France. Et je me dis: «On pourrait faire baisser les chiffres si déjà, les profs, mais pas que, hein, il y a tout le personnel éducatif autour aussi, ils seraient habilités à reconnaître les signaux d'alarme, en fait, et protéger les enfants à temps, en fait». Et tu vois, moi, j'ai pu m'en sortir, vivant, mais c'est pas le cas de tout le monde, tu vois? Et donc je suis plus en colère quand, et surtout quand je travaillais, dans un groupe de travail sur les infanticides, j'étais plus en colère par rapport aux profs de ces enfants-là, ou pour ces enfants-là, juste c'est trop tard, que, par rapport à mes profs où juste, bon bah, je comprends. Oui, parce que là, on a changé un peu de génération, on est beaucoup plus informés, et cetera. Oui, puis Donc, il y a aussi le ouais, vraiment il y a le désolée, il y a le contraste, ouais, que, moi j'ai pu m'en sortir tandis que d'autres, ne s'en sortent pas du coup. Et juste pour répondre aussi à la fin de ta question, désolée, je suis un peu long. Pour les copines, j'en avais parlé à plusieurs. À l'époque, je me rendais pas compte. D'ailleurs, désolée à toutes mes anciennes copines que j'ai plus ou moins traumatisées avec ça. Où en fait, il y a plusieurs, copines, ouais, qui ont su qu'est-ce que je vivais. Et en fait, comme, bah, je me rendais pas compte de à quel point c'était grave, violent et cetera, bah, juste, je raconte ma journée, banale, voilà. Et donc c'était un quotidien, ultra banal pour moi. Et il y en a une d'ailleurs qui a voulu alerter les services sociaux et où j'avais dit: «Non, il y a déjà les services sociaux et tout», parce que oui, on a eu plusieurs signalements. Ça par contre, eux pour le coup, je leur en veux et ils sont jamais allés jusqu'au bout ouais, il y en a eu des plusieurs. signalements. Il y en a eu plusieurs. Mais en fait, ils sont jamais allés jusqu'au bout, alors même que, pour un des signalements, celui-là qui a le plus abouti, ça aboutit au placement ou moi. Ça aboutit ou participer, peut-être qu'il y en avait eu un autre après, au placement de, l'autre personne de la fratrie. Mais ouais, en fait, ils ont pas fait les choses correctement, pour chez nous. Ils sont même jamais venus, tu sais, normalement suite à un signalement.
ou une information préoccupante, il est censé avoir une enquête sociale. Une enquête sociale qui a été bâclée, très clairement. Et en plus, il n'y a jamais eu une moindre assistante sociale qui est venue chez nous vérifier. En fait, juste, tu rentrais chez nous, tu voyais qu'il y avait un problème. Ouais. Chez nous, il y avait plusieurs problèmes. Après, pour le coup, ça, je veux pas jeter la pierre sur ma grand-mère, parce que bon, ça peut arriver d'avoir ce genre de problème-là, mais bon, c'était un spectre, tu vois. Un tout plutôt que spectre. En fait, on avait un logement qui était très clairement insalubre. Et très clairement, je pense que ça doit être plus ou moins lié à une forme de Diogène. De Diogène, syndrome de Diogène. Ça veut dire quoi? C'est quand tu nettoies très peu, voire pas, ton lieu d'habitation, et qu'en plus, il y a des déchets, d'autres problèmes sanitaires. C'est problèmes sanitaires en gros. Et donc il y avait ça. Et bon, ça encore, il y a plein de familles où il y a ça, mais où il n'y a pas forcément de violence avec. Mais il y avait 2 autres choses où très clairement, c'était des gros signaux alerte rouge de violence, où nos chiens étaient tout aussi maltraités que nous, voire même pire, puisque les chiens ne parlent pas, et qu'il n'y avait pas de contrôle en fait. Ça, c'est un truc que je rêve un peu, qu'il y ait des contrôles pour les animaux, et pas que les animaux d'assistance, mais genre tous les animaux domestiques. Nos chiens étaient enfermés dans des très petits espaces, subissaient des coups comme nous, etc. Et juste, tu rentrais chez nous, tu voyais que les chiens, ils étaient attachés en fait. Même les tout petits qui vont pas faire de conneries, qui vont pas mordre, il y a aucune excuse. Ils étaient attachés, mais vraiment dans des conditions horribles. Et puis enfin, le dernier truc, où en fait dès que tu rentrais chez nous, tu pouvais le voir aussi, on n'avait pas le droit d'utiliser les toilettes. Donc, je te laisse imaginer. Pas envie d'imaginer. Voilà. On avait un système D, mais juste quand tu rentrais chez nous, tu le voyais que c'était un système D et que juste ça tient pas du tout la route et que ça amène des problèmes, très clairement. Et juste, ça, ne serait-ce que ça aurait dû être des motifs de placement, tu vois. Mais donc en fait, les violences, ça allait même plus loin que juste frapper. C'était vraiment enlever toute dignité. Oui, Ouais. oui, dignité. Absolument. Parce que du coup, il y avait ce contexte-là, cette atmosphère-là. Il y avait aussi le contrôle, quand je parle du fait qu'on n'avait plus le droit des toilettes, il y avait aussi plus le droit à la salle de bain. Donc, il y avait le contrôle aussi total du corps, où en fait, pour nous laver, c'était une bassine, mais c'était de temps en temps qu'on avait le droit à la bassine. Déjà, on devait toutes les 3 se laver les unes après les autres dans la même bassine. T'imagines bien qui est-ce qui était toujours la personne en dernier. Voilà, ça m'a tiré d'ailleurs du harcèlement en 4e. Parce que du coup, niveau olfactif. Voilà, bien évidemment. Et ouais, en fait, non seulement il y avait ça, mais du coup, c'est là où il y a eu une grosse partie des VSS avec la vieille. C'est que du coup, bien évidemment, elle nous faisait pas ça juste pour que nous limiter à nous interdire de nous laver. C'était vraiment pour avoir accès au corps, en fait. Et donc, du coup, ouais, pas le droit de se laver, puis elle en profitait pour faire d'autres choses. Du coup. À quel moment tu t'es dit, ok, ça c'est pas normal? Je pense très tôt. Mais en fait, à la fois, je me disais que c'était pas normal et à la fois, j'avais intégré ça comme normalité. Dans le sens où, en fait, la vieille nous faisait croire que dans toutes les familles, c'était pareil. Et que, ouais, j'étais partout pareil, en fait. Et en même temps, je me souviens d'une fois, quand j'étais en train de nettoyer les escaliers, de me dire que tellement j'en pouvais plus, j'avais que 8 ans à l'époque, que je voulais mourir. Mais normalement, c'est Quand tu pas penses ça à 8 ans, ouais. c'est que c'est pas très normal et que donc du coup, tu sens quand même que c'est pas un contexte normal. En plus, à 18 ans, tu te mets en couple avec un homme qui est beaucoup plus âgé que toi. Et ça va te remettre, même si donc à 18 ans, tu as dit que tu as essayé de sortir de tout ça. Cette rencontre va te remettre dans un cercle vicieux de mauvaises intentions et de violence, c'est ça? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand je suis partie, donc déjà c'était une galère pour partir. J'ai réussi à partir ni plus ni moins avec un coup de main quand même de mes profs. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est que mes C'est vrai profs... que je t'ai pas demandé comment ça s'est fini au final. En fait, ça s'est fini que... donc, juste la précision pour ce que j'avais dit tout à l'heure, où j'en ai parlé 2 fois à 2 profs. J'en ai parlé, mais indirectement. Il y avait une prof à qui j'ai envoyé un mail pendant le confinement. Parce que oui, j'ai vécu le confinement avec ces chères personnes. Je te laisse imaginer le quotidien que c'était. D'autant plus qu'on était devenues aidantes, ma cousine et moi.
parce que la vieille avait eu un problème de cataracte qu'elle n'avait pas soigné. Parce que bon, elle et tout ce qui est système médical, administratif, elle s'en méfie comme la peste parce que elle a l'impression que c'est non seulement c'est le monde, mais c'est le monde agressif, tu vois. Alors que bon, s'il existe des aides sociales et des aides médicales, c'est pas juste pour faire joli, en fait, c'est pour que tu puisses les utiliser. Voilà. Mais donc elle a trop tardé au niveau de ses cataractes et en fait elle est devenue aveugle pendant un temps plutôt court, puisque ça a été grosso modo 1 an et demi environ, mais quand même assez long aussi dans le sens où c'est pas juste une semaine, tu vois. Et donc on avait été aidante en plus pendant le confinement. Donc tu mets violence plus le fait d'être aidant, c'est très sympa. Mais en étant aveugle, elle continue à être violente. Ah mais oui. Ah mais oui. Alors que du coup, elle dépendait de vous. Oui. Ah mais c'était OSEF, hein. C'était littéralement OSEF. Elle allait être hyper violente, autant verbalement que physiquement. Parce que oui, elle n'a pas perdu sa capacité à taper. Sans voir. Pour tout le reste, on était obligé, par exemple, si elle allait manger ou si elle allait aux toilettes, on était obligé, parce que oui, entre-temps, on avait déménagé dans le premier endroit où on avait habité. Donc, quand je suis arrivée jusqu'à mes 15 ans, on n'avait pas du tout le droit aux toilettes ou quoi. Mais après, dans le deuxième endroit, on avait le droit, mais juste on n'avait pas le droit de fermer pour qu'elle puisse regarder. Voilà, bon, après, une fois qu'elle est aveugle, elle pouvait plus regarder, mais on devait laisser la porte ouverte parce que juste la règle était comme ça. Mais donc, du coup, que ce soit pour aller aux toilettes ou pour aller à manger, elle savait pas le faire tout seul, hein. Tu devais l'amener jusqu'à l'endroit. Même pour manger, on devait la nourrir comme c'était un bébé. Par contre, claque, coup de poing et les mots blessants, elle avait pas besoin de ses yeux, hein. Elle l'avait dans le sang. Elle savait le faire, mais genre, ça n'avait pas perdu un iota, genre. Ouais, ça s'est gravé à vie. Mais je te jure. Mais même les menaces, bon, on en a fait beaucoup moins. Et c'était uniquement quand elle était à table, du coup. Alors qu'avant, c'était souvent les menaces à l'arme blanche. Ah, ça aussi, elle savait toujours le faire, hein. Sans les yeux, hein, elle n'avait pas besoin des yeux. Mais par contre, ouais, on devait l'aider sur toutes les tâches du quotidien. Mais donc, ouais, vivre des violences plus être aidant, c'est pas du tout idéal comme situation. Et donc, du coup, une fois, j'en pouvais plus, j'ai envoyé un mail à une de mes profs où j'ai dit qu'en gros, j'ai pas dit, je pense pas que j'ai dit ouvertement je subis des violences, j'ai juste dit que j'avais peur de pas être là le lendemain. J'ai entendu de Oui, donc la être en vie conséquence. le lendemain. Et en fait, j'avais fait style que ce mail était pour une camarade avec qui je travaillais, mais je l'avais très intentionnellement envoyé à cette prof, dans l'espoir que cette prof intervienne. Elle n'a pas intervenu. Ok, oui. Elle m'a envoyé un mail quelques heures plus tard en mode ça va, bien évidemment que je vais te répondre après, ça va, surtout si je t'ai dit que je supprimais le mail, pas que ça reste en fait, et que ce soit découvert dans mes mails et que juste là ça me mette dans la panade. Et donc voilà, ça s'est arrêté à ça va, oui, dossier fermé. Voilà. Ouais, donc en plus, t'as pas été aidée, quoi. C'est ça. Et la deuxième fois où j'ai fait un mail à une autre prof, encore une fois, j'ai fait style que j'envoyais un mail à une amie. Mais en fait, je savais très bien que j'envoyais à cette prof. Et en fait, la prof a cru que je parlais de harcèlement scolaire dans le mail. Et donc, dès qu'elle me revoit le lendemain, elle me dit c'est qui te fait ça et tout, on va intervenir avec monsieur tel qui était le CPE. Et puis elle était à fond en mode de harcèlement scolaire, tu vois. Et donc en fait, j'ai pas osé lui dire en fait, je parle pas de harcèlement scolaire là. Oui, j'en subissais, d'où le fait qu'elle a fait le pont, mais j'en subissais très peu à ce moment-là. Et franchement, c'était du pipi de chat par rapport à ce qui se passait à la maison. Mais c'est sûr que si à la maison on se menace avec un couteau et qu'à l'école on se moque juste, bon. Je dis pas ça pour minimiser le harcèlement scolaire parce que ça a un impact et que ça peut détruire littéralement et n'importe qui. Et je le ressens moi-même par rapport à. Par contre, ce que j'ai subi en quatrième, je vois que ça a toujours un impact sur moi. Mais par contre, le harcèlement que j'ai eu plus tard et à d'autres moments, comme à la maison j'avais un titre de comparaison beaucoup plus violent, bah. Ouais, tu t'es dit, bon, ça va. Voilà quoi. Et justement, du coup, comment ça s'est fini avec les violences à la maison? C'est non, bien mais- de me rappeler la question. Désolée. Du coup, comment ça s'est fini? Alors, chose très rare, ma mère m'appelait, ce qu'elle ne faisait jamais. Alors certes, pendant le lycée, on s'était plus au téléphone qu'avant. Parce que d'abord, il y a eu la période de quand j'étais très petit où il n'y avait aucun contact entre moi et ma mère.
Elle envoyait des lettres, mais bien évidemment, je les ai jamais eues. Je les ai vues que le jour où on a déménagé, donc des années plus tard, où j'étais en mode: «Pourquoi j'ai jamais su que j'avais des lettres de ma mère, en fait? C'est gentil de me les montrer maintenant, mais c'est un peu tard, quoi». Mais donc il y a eu cette première phase où 0 contact, puis après il y a eu la deuxième phase où quand elle arrivait en Bretagne, on se voyait même régulièrement. Après il y a eu, la phase suivante où, il y a eu, des conflits entre elle et sa propre mère, et donc du coup, on se voyait beaucoup moins. Puis il y a eu la dernière phase où on se voyait encore moins et le peu de fois que, je l'avais au téléphone, c'est quand la vieille l'appelait pour se plaindre que, je faisais pas assez de tâches ménagères. En même temps, c'est un grand espace à nettoyer, que moi je commence à avoir des malaises post-effort et tout. Oui, je te fais pas cette tâche ménagère, je pense bien. C'est surtout, c'est culotté de se plaindre. Pour ma mère, c'était pas choquant, parce que nombre de fois où elle m'a engueulée, tout simplement. Elle était au courant ou pas de la situation violence et tout ça? Oui. En fait, oui et non, dans le sens où elle a été elle-même victime de violence, c'est le même qui me l'a dit plus tard. Et donc du coup, à partir du moment où tu sais que t'envoies ton enfant chez quelqu'un qui t'a fait des violences, Ouais, tu doutes bien que le y a pas schéma besoin va se d'un répéter. énorme QI pour comprendre que ça va se reproduire. Donc d'une certaine manière, elle savait. Et bon, après, quand on en avait parlé, la seule fois où j'ai pu un petit peu en parler, elle m'a dit qu'elle savait pas, mais elle me sortait les violences qu'elle a subies, donc je suis en mode: «Tu te contredis pas là?» Vraiment. Et donc du coup, ouais, non, pour elle, c'était normal en fait de m'engueuler, que je devais faire plus, que je faisais pas assez, j'étais une feignante, feignasse, et cetera, et cetera. Et donc du coup, ouais, elle avait pas l'habitude de m'appeler. C'était surtout réponse aux appels pour m'engueuler, tu vois? Et là, cette fois-là, elle m'a appelée. Donc la veille de mes 18 ans. Où en fait, c'était une très grosse engueulade en mode, «Ouais, de toute façon, tu coûtes trop cher à la famille, et tout et tout». Parce qu'en fait, pour contexte, j'avais perdu ma carte de bus. Ma grand-mère me l'avait chourave. Pour rien, hein, parce qu'elle avait sa voiture et juste elle l'avait planquée dans une poche de sa voiture. Donc chourave juste pour le plaisir. Chacun son plaisir, voilà. Et son délire. Mais donc elle me l'avait chourave et je pensais l'avoir perdue. Et donc je suis passée au bureau de l'équivalent de la RATP, mais je me souviens même plus trop comment ça s'appelle. C'est Ozo, juste je crois. là où En ils font Bretagne, les c'est tickets, ça. quoi. Et en fait, tu pouvais avoir une deuxième carte gratuite. Et sans prévenir les parents. Et donc, du coup, j'ai fait ma carte, hein. Et j'ai rien dit, moi, motus. Parce que j'avais pas envie d'avoir des embrouilles. Et ouais, quelques semaines après, du coup, elle m'embrouille la veille de mon anniversaire pour cette carte perdue, de je coûte trop cher, ça sert à rien qu'on me paye quoi que ce soit, etc. Et elle me dit dans la foulée, ouais, j'espère que demain, t'as un boulot et tout. Et qu'à partir de demain, tu vas te débrouiller par tes propres moyens pour subvenir à tes besoins alimentaires, hygiène, etc., etc. Bref, elle me fait la liste. En gros, le jour de tes 18 ans, tu dois être paré Dehors. à vivre tout Ciao. seul, quoi. En fait, c'était le choix qu'on me laissait, c'était soit dehors, ciao, et juste on veut plus que tu nous coûtes quelque chose, ou alors je devais rester, mais genre payer une forme de loyer, etc. Petite parenthèse, c'est une famille précarisée. Donc je peux comprendre, mais s'il n'y avait pas eu le cadre de violence et à la fois le fait de forcer à, tu vois. Mais du coup, ouais, elle voulait que je me casse et moi j'étais en mode non, mais là on est au mois de mai, j'ai pas encore mon bac. J'étais en mode moi, il est hors de question que je quitte le lycée sans avoir le bac, en fait. Et je voulais pas aller travailler. Puis je me sentais pas prête d'aller travailler à ce moment-là. Et donc, du coup, je vais faire des études. Et du coup, elle me fait bon, bah, si tu veux faire tes études, débrouille-toi, mais viens jamais pleurnicher pour quoi que ce soit. Et si t'as un problème, ne reviens jamais, en fait. Et donc, du coup, ça a créé déjà une première fracture avec eux. Et puis, il y a eu le fait que, bah, du coup, j'ai réussi à tenir jusqu'au bac. Puis après, pour partir, j'avais pris le prétexte que j'allais étudier à Paris. J'ai fait exprès de prendre des écoles spécifiques ou des parcours spécifiques en lien avec mon bac, même si je savais que j'allais pas continuer, pour pouvoir partir. Et donc, du coup, j'avais eu mon Parcoursup. Il y a eu mes profs principaux, surtout la prof principale qui s'occupait vraiment du Parcoursup, qui a été une bonne complice d'une certaine manière, puisqu'elle a rien dit à la famille. En fait, elle est jamais allée leur balancer que j'avais fait des vœux en banlieue parisienne, Paris et encore plus loin, tu vois. Et donc du coup, au seul moment où la vieille a su que j'avais fait des vœux sur Paris, c'est quand Parcoursup était fermé et que mes vœux étaient partis. Le moment où tu peux plus revenir en arrière. Et donc du coup, d'une certaine manière, je me préparais déjà à partir. Mais il y avait bien évidemment d'autres paramètres, comme le logement, le fait de pouvoir partir, etc. Et là, la vieille m'a mis énormément de bâtons dans les roues, parce qu'elle voulait pas que je parte de manière effective, tu vois. Ouais, elle voulait garder la main dessus, quoi. Oui, elle avait envie de garder son punching ball, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc du coup, se dire que son punching ball, il va à plus de 500 km, presque à 600,
Bah, ça va pas être très pratique, hein, pour se défouler. Et donc du coup, ouais, elle m'a mis des bâtons dans les roues pendant tout l'été et c'est grâce à une prof que j'ai pu, payer, le train pour me barrer parce que ça, la vieille ne voulait pas. C'est gentil de la part de la prof. Très. Et surtout, elle a été très maligne parce qu'en fait, je pense que cette prof, a dû quand même comprendre un petit peu les dynamiques familiales, notamment le fait de et heu et en fait, quand elle a donné, l'argent, elle a pas dit: «C'est pour le billet de train», sinon elle sait que la vieille aurait refusé. Mais elle a dit: «C'est pour le pass Navigo une fois que tu seras à Paris». Donc la Mmh. tête de la vieille, c'était une fois qu'elle est à Paris et si je l'empêche d'aller à Paris, c'est bon. Ouais. Et puis ouais, en fait, je pense qu'elle a dû un peu voir parce qu'à plein de reprises, elle a proposé de m'amener à titre gratuit jusqu'à Paris. La vieille, à chaque fois, elle refusait. Elle a proposé, une option temporaire de logement, la vieille a refusé, tu vois? Donc bon, au bout d'un moment, tu comprends un peu que, bah, il y a un peu un petit blocage, tu vois? Et du coup, c'est elle qui t'a permis d'avoir la clé d'accès de sortie, C'est ça, de cet environnement. c'est ça. Parce que du coup, certes, pour le logement, le dépôt de garantie, c'est la vieille qui l'avait fait, ce qui est très paradoxal. Elle avait fait, je pense, il y avait un peu son côté de transparaître comme la bonne grand-mère, la grand-mère parfaite, tu vois? Parce qu'elle a toujours voulu, paraître aux yeux des autres, comme la grand-mère parfaite et en même temps, ouais, le blocage du train et donc du coup, c'est grâce à la prof que j'ai pu partir et une fois par contre que j'étais dans le train, que je suis partie, dans ma tête, c'était clair que c'était un aller sans retour Logique. et donc ça a été un aller sans retour. Mais du coup, ouais, juste pour revenir à une autre question à laquelle j'ai pas répondu, désolée, je suis un peu, en mode Non, c'est moi aussi qui me suis trompée là dans l'ordre chronologique. par rapport à la personne avec qui je me suis mis en couple, c'est pas si longtemps que ça après que je suis arrivée, en banlieue parisienne du coup, Paris grosso modo et en fait, donc je me suis mis en couple avec un mec qui avait 53 piges ou 50 ou un bail un peu comme ça. Donc toi, 18. C'est ça. Beaucoup d'écart. Beaucoup d'écart et surtout, une forme de dynamique, qui va dans la même lancée que les dynamiques, familiales, tu vois? Et donc du coup, ouais, on s'est mis en couple de manière courte puisque, on n'est pas resté en couple très longtemps, mais c'était intensément violent et pour juste dire, quelques mots, il me violait plusieurs fois par jour et il m'avait dit de venir chez lui, soi-disant, parce que très rapidement, il a dit qu'il voulait, du SE. Mais j'étais en mode: «Non et surtout pas hors mariage, en fait». Alors, déjà, on va le rappeler parce que du coup, on l'avait précisé dans le podcast d'avant, mais SE, c'est pas du coup sexe. Oui et donc j'étais en mode, bah, non, surtout pas hors mariage parce que, règles religieuses et puis j'avais pas envie, en fait et donc du coup, j'étais en mode: «Non» et du coup, il m'a fait, «OK, pas de souci». Genre en mode il m'a dit des lèvres qu'il allait respecter, ce non et en fait, déjà quand il était venu chez moi, il a essayé, donc il avait déjà pas respecté. Puis il y avait eu, d'autres types, de VSS, sans pénétration et puis, une fois que je suis arrivée, chez lui, où il m'avait dit que, il m'avait présenté ça comme un cadre safe, tu vois? Bah, direct, dès que j'ai dépassé la porte, tu rends ton portefeuille, tes clés, ton téléphone. Séquestration. D'une certaine manière, oui. Et donc du coup, ben, il en a profité à faire tout ce qu'il voulait. Il a essayé, de faire des papiers dans mon dos pour un mariage et tout. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est du gros n'importe quoi. La chance que j'ai eue, c'est que la mairie était en mode: «Bah non, s'il y a pas madame, vous allez pas vous marier, vous allez pas faire des papiers pour vous marier». C'est clair. Voilà et donc je dis madame parce que du coup, assignée femme à la naissance. Voilà et donc du coup, ben, une fois que je me suis en sortie de cette dynamique-là, du coup, juste pour préciser, je suis revenue à Paris, mais j'étais, d'une certaine manière sous son emprise, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'en fait, dès que j'étais arrivée, il, me harcelait, mais genre des centaines d'appels tout le temps, tout le temps, tout le Mais temps. c'est comme ça en général. Jusqu'au moment où je cède, je reviens et que je sais qu'il va prendre mon portefeuille, mon téléphone et mes clés, mais que juste je reviens quand même et en fait, oui, il recommence et puis il y a une fois où c'est allé trop loin, où, très clairement, il voulait me tuer et c'est ce jour-là où, je suis partie puisqu'il a pété un plomb et dans la même phrase, il m'a dit, «Si tu pars, je te tue. Si tu te casses pas, je te tue». Faut partir. Moi, t'aurais C'est essayé. ça, c'était un essai et donc du coup, j'ai essayé et j'ai pu m'en sortir parce qu'en fait, quand, je suis partie, je me suis évanouie sur le chemin et donc du coup parce que oui, il m'a suivie,
une fois qu'on était dehors. Il a tourné en voiture autour et tout. Bon, je lui faisais un scandale à chaque fois qu'il s'approchait en voiture, donc du fait que ça attirait le regard, il se barrait tout seul. Mais il voulait faire venir une certaine personne de sa famille à pied. C'est à ce moment-là où j'ai essayé de tracer. J'arrivais encore, j'étais régulièrement en béquille. J'avais des moments où j'arrivais plus à marcher, mais j'arrivais encore par un moment à marcher. Et donc j'ai réuni toutes les forces que j'ai pu, j'ai couru, j'ai marché le mieux que j'ai pu, le plus loin que j'ai pu, et au bout d'un moment, ouf, je me suis évanouie et c'est ça qui m'a sauvée. Parce que le fait de m'évanouir, ça a attiré du monde autour. Lui, ça l'a éloigné. Et donc du coup, je suis atterrie à l'hôpital et dans le camion de pompiers, il y a la femme pompier qui me demande qu'est-ce que je faisais là. Parce que j'étais beaucoup trop couverte pour un jour où il faisait chaud et tout. J'étais hyper chargée, puis elle voyait bien aussi que j'avais mes béquilles et tout. Bref, ça faisait un peu bizarre. C'était pas logique. C'est ça. Et donc, du coup, elle me demande qu'est-ce que je fais là, si je connais des gens. Et donc, je lui dis oui, je connais, mais faut surtout pas le prévenir, il faut surtout rien lui dire, c'est mon ex. Et donc, du coup, elle m'a posé quelques questions. Et en fait, encore à ce moment-là, à l'époque, je me rendais pas compte de la gravité de tout ce qui était question VSS, puisque du coup, j'ai baigné dans ça, en fait, c'était ma normalité. Et donc, du coup, je lui ai balancé le fait que je subissais plusieurs viols par jour, sans me rendre compte que je parlais de viol, très clairement. Et bien évidemment, je lui avais dit de ne surtout pas en parler à ses collègues hommes. Parce que t'avais perdu confiance. Ouais, puis j'avais pas envie non plus que ce soit répété, et encore moins des hommes, tu vois. Mais j'ai pas pensé à lui dire de ne pas répéter à l'hôpital. Et je pense qu'elle l'aurait quand même fait, parce que juste, il y a un cadre légal que tu dois signaler quand tu sais ce genre de choses. Mais du coup, ouais, j'y avais pas pensé, et elle a tout expliqué à l'hôpital. Et dès que je suis arrivée sur place, j'ai eu que des femmes qui m'ont pris en charge. Et la première m'a dit tout de suite, on sait pourquoi vous êtes là, et on va s'occuper de vous, etc. Et genre dans ma tête, ça fait, ah, tu sais, comment ça tu sais? Mais du coup, d'une certaine manière, c'est ce qui m'a sauvée, quoi, parce que du coup, ils ont empêché qu'ils reviennent me chercher, etc., etc. Et c'est dans mon parcours judiciaire contre lui, parce qu'il y a eu un moment où, déjà l'hôpital m'ont dit, mais c'est très grave et tout, que là, à un moment, j'ai vu une juriste où elle me demande oui, mais avant qu'il se passe telle chose, il y a quand même eu des premiers signes de violence avec votre ex, et j'étais en mode oh non, il y a eu vite fait quelques coups, il me criait dessus, mais bon, c'était que ça va, quoi. Ouais, t'as minimisé du fait que dans ton enfance c'était normal. C'est ça, et c'est là qu'elle me fait votre enfance, c'était comment? Et donc ça a été un peu tout le début de me défaire totalement de ma famille, de me protéger, et tout le parcours qui s'ensuit, tu vois. Et du coup, c'est bien qu'il y ait une situation juridique contre cet homme. Tu nous as dit aussi en amont que religieusement aussi, tu avais essayé de faire des choses. Oui. Comment ça se passe pour... Parce que du coup, légalement, tu peux porter plainte, mais niveau de religion, ça se passe comment? Alors, étant donné, j'ai subi aussi d'autres violences dans l'église, autre que le cadre déjà en soi, quand c'est lié avec les dérives sectaires qui est violent. J'ai subi des VSS par 2 autres personnes de l'église, autres que mes grands-parents et du coup mon ex. Et donc du coup, quand tu subis des VSS dans l'église évangélique, théoriquement, tu es censé avoir le droit de déposer ton témoignage, puisqu'il y a une commission qui d'ailleurs n'est pas indépendante, ce que je déplore, qui est interne à l'église évangélique, où en fait tu peux faire remonter les choses. Et donc je déplore que ce soit pas indépendant, parce que déjà ça amène des situations comme ce que je vais dire. Et puis pour moi ça manque de transparence, étant donné que c'est en interne. Et est-ce que les chiffres vont pas être minimisés? Déjà les chiffres vont être minimisés de par ce que je vais expliquer juste après. Mais ouais, à quel point en fait ça va être invisibilisé. Puisqu'en fait ils font une commission pour être en mode nous on n'est pas comme l'église catholique, on fait mieux. C'est très clairement leur communication. Mais en fait, faire une commission qui est gérée par eux-mêmes, c'est pas neutre, en fait. Et c'est même plus dangereux, je pense, pour les personnes victimes que toute autre chose. Parce que d'ailleurs, moi, je suis pas allée jusqu'au bout, mais quand on va jusqu'au bout de déposer les dénonciations, qu'est-ce qu'elles sont faites derrière? Qu'est-ce qui est fait derrière? Je sais pas. Très clairement, le cadre n'est pas assez transparent, je trouve, et donc ça pose des questions de est-ce que les églises sont pas prévenues, est-ce que les agresseurs ne sont pas prévenus, et ça peut être très dangereux pour les victimes en fait que les agresseurs soient directement prévenus.
Et donc du coup, alors je voulais dénoncer un des 2 hommes, qui m'a fait des VSS quand j'étais enfant, dans l'église, plus mon ex, plus mes grands-parents et on m'a refusé pour les grands-parents parce que même si les 2 ont eu des responsabilités dans l'église, lui a été trésorier, secrétaire et cetera pendant plusieurs années et elle sert à la prière. Elle est considérée comme une femme de Dieu, femme de foi, femme de prière, tout ce que tu veux. Toutes ces étiquettes-là qui me mettent de l'urticaire, toutes ces étiquettes-là, voilà. Mais du coup, malgré qu'ils ont des responsabilités et qu'elle en a eu aussi dans le temps où ça me fait un peu froid dans le dos, elle s'est occupée d'enfants. Oui, donc Qu'est-ce qu'elle a fait à ses c'est ça, enfants? ouais. C'est encore une question qui reste en suspens et où, à mon avis, il y aura certainement jamais de réponse. Mais ça fait quand même vachement froid dans le dos. Et ouais, quand j'ai voulu déposer bah, ma entre guillemets plainte à cette commission-là par rapport à mes grands-parents aussi, à l'époque j'avais surtout présenté la situation du grand-père, bah, ça m'a été refusé. Parce que c'est des membres de la famille. Oui, certes, ça a été des personnes qui ont eu des rôles dans l'église, mais c'est des membres de la famille. Du coup, on te les refuse. Attends, ça veut dire que ils ont une espèce de alors je sais pas si c'est ça le mot, exemption. En gros, ils ont une sécurité parce que c'est ta famille, genre ta famille a le droit. Il y a une sécurité morale, il y a une sécurité au fait du fait qu'ils refusent ce genre de témoignage. Donc déjà, pour moi, c'est faire baisser les chiffres et sous-estimer. Parce qu'un enfant d'un pasteur qui a subi va lui dire non, mais ce pasteur-là, peut-être que son enfant, il a réussi à parler. Mais derrière, si tu creuses, il y a peut-être d'autres victimes qui sont pas de la famille, en fait. Et donc déjà, ça fait drastiquement baisser les statistiques, ce qui est ni plus ni moins dégueulasse, hein. C'est nous fermer la porte aussi à la parole, qui est de base, ils te disent que se disant ta parole est précieuse, etc. Mais bon, pour la rembarrer comme ça, en mode corbeille, elle est pas si précieuse que ça, notre parole. Et puis, il y a aussi le côté moral au niveau de l'église évangélique, qui est très sale. C'est une morale qui est très sale, je trouve. C'est-à-dire? Déjà, donc, par rapport aux violences que tu subis adulte dans le couple, donc moi, quand j'ai parlé de ce que j'avais subi avec mon ex, on m'a sorti les versets en gros, alors je me souviens plus exactement de ce verset, mais c'est un verset qui dit que la femme doit se soumettre à son mari. Oui, c'est femme, soumettez-vous à votre mari. Et vous étiez pas mariés? Ah ben oui, mais on me l'a sorti. Même lui, hein, il l'utilisait hein, quand il voulait quelque chose et que je disais non. Hein. Mais on m'a sorti plein de trucs hyper affreux où les violences faites aux femmes sont minimisées. Si t'es féministe, t'as 2 doigts d'être ban. Et par rapport aux violences faites aux enfants, alors là j'ai plus les versets en tête, mais j'avais énuméré un certain nombre de versets. T'en as une dizaine de versets qui encouragent à frapper les enfants. Littéralement noir sur blanc. C'est pour ça que du coup tes grands-parents pour eux c'était ok. Bah pour certains dans l'église c'est ok en fait parce que c'est écrit dans la Bible que tu peux le faire donc ils sont en mode oh bah oui allons-y. Faisons-le voilà et puis non seulement cette dizaine de versets là que je n'ai plus en tête mais que j'ai noté à quelque part parce que du coup ben j'étais très marquée de baigner dans ça que la vieille évidemment connaissait certains de ces versets pas tous mais certains elle les répétait tout le temps. Il y a aussi le côté que quand tu vas dénoncer des violences subies, on te sort 2 autres versets qui sont des armes mais horribles. Il y a un verset qui dit en gros de laver ton linge sale en privé. C'est pas du tout ce genre de mot, mais c'est le résumé du verset, c'est ça. Et donc on va te le balancer tout le temps dans la gueule en mode ferme ta gueule. Voilà, va laver ton linge sale en privé, de ton côté tout seul et ferme ta gueule. Donc dénoncer c'est péché. C'est ça. Dénoncer, c'est un péché, plus limite que d'avoir commis les violences. Même pas limite, parfois total. Parce que sur la question VSS, il n'y a pas beaucoup de versets qui encouragent les VSS. Il y en a, dans certains contextes, qui encouragent certaines formes de VSS, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors que les violences physiques, alors là, t'en as des versets qui encouragent les violences physiques. Alors du coup, ouais, limite, dénoncer, c'est plus péché que faire des violences. Voilà. Et puis, il y a le dernier verset qu'on va te sortir, c'est de pardonner. Et le fameux Pardonner. Et puis en plus, quand c'est quelqu'un de ta famille, du coup, pour moi, mes grands-parents dans l'église, ils sont considérés comme mes parents parce qu'ils se sont occupés de moi. Occupés à quel prix? Et du coup, on va me sortir aussi le verset honore ton père et ta mère afin d'être heureux sur la terre. Voilà. Parce que du coup alors je suis pas très calée en religion, mais déjà le pardon, je crois que c'est une pièce un peu fondamentale de la religion. Et c'est ça. C'est tu dois pardonner à tout le monde tout. Et t'es en mode non. C'est ok parfois de pas pardonner aussi.
Et le problème en plus, c'est que c'est utilisé comme objet de silenciation, le pardon. En fait, dès que tu parles, on va te faire taire parce que c'est en mode non, faut que tu pardonnes. C'est toi. Et t'es en mode j'ai à peine commencé de parler. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. C'est plus que dommage. En fait, c'est assez violent parce que du coup, tu te retrouves vraiment seul avec ça. Et du coup, il y a cette valeur un peu culturelle interne à l'Église évangélique, en plus du fait que niveau de la commission, bah ça déconne un peu quand même. Après tout ça, est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en contact avec des membres de ta famille? Non. Il y a 2 personnes où je ne citerai pas leur lien de parenté, avec qui j'ai un contact de temps en temps. Surtout une des 2 très à distance, parce que quand même, avec tout ce qui s'est passé, je n'arrive plus à leur faire confiance, hein, bien évidemment. Et pour moi, ma famille n'est plus réellement ma famille. Voilà. Juste génétique. C'est ça. Mais donc, ouais, à part ces 2 personnes-là où il y a un contact, mais distance. Les autres, non. Il n'y a plus du tout de contact parce que, autant que j'avais pas coupé, même une fois que j'y allais plus physiquement là-bas, les violences continuaient d'une autre manière. Elles continuaient de manière verbale et continuaient par une forme de surveillance aussi. Où la vieille s'est amusée une fois à se pointer à Paris quand j'y étais pas. Ou après, j'ai eu des histoires en mode ouais, qu'est-ce que t'étais? Où est-ce que t'étais? Qu'est-ce que tu faisais? Nanana. Et puis, elle arrivait à se faire des alliés à Paris pour savoir qu'est-ce que je faisais. Ok, donc manipulation jusqu'au bout. Et donc, elle me faisait ah ouais, je sais que t'as pas fait tel truc, je sais que t'as fait tel truc et tout. Puis, il me reprochait des trucs sur mon quotidien, alors que, au sens, je suis majeure et vaccinée. Et puis, en plus, avec tout ce qui s'est passé, je considère que j'ai le droit de vivre ma vie tranquille, en paix et libre. Voilà. Il y a aussi une histoire de changement de prénom. Oui. Donc, t'as changé ton prénom depuis? Oui, j'ai changé mon prénom. Là, ça fait tout juste 1 an que ça fait 1 an et vite fait 1 mois et des brouettes que je n'ai plus le même prénom. Puisqu'en fait, avant, je m'appelais. Ouais, non, je vais peut-être Ouais, pas le t'es dire pas parce obligée que de le sinon dire. ça décline, ça décline l'état civil de la vieille aussi. Je m'appelais un certain prénom, le premier et le deuxième prénom, qui étaient les mêmes prénoms que la vieille. Il y a juste une particule qui varie, c'est le Noémie du coup, qui est dans mon prénom actuel, c'est pour ça que je peux le dire. Mais sinon, si t'enlèves le Noémie, c'est le même prénom que la vieille. Parce qu'en fait, la vieille avait demandé à tous ses enfants que leur première fille s'appelle comme elle. Donc, même là, c'était du contrôle. C'est ça. En fait, elle a demandé ça à tous ses enfants, et en fait, la seule qui a respecté ça, c'est ma madré. Est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui, maintenant que tu vis tout seul? Oui et non, dans le sens où... Est-ce que je peux juste... Désolée. Oui, si t'as une parenthèse à faire, Oui, vas-y. j'ai pas fini ma... Pardon. Désolée. Par rapport juste au prénom, où en fait, du coup, oui, j'ai changé de prénom. C'est une démarche, du coup, qu'on fait à l'état civil. Ah, donc légalement aussi, t'as changé de prénom? Ah oui, oui, oui. Mais c'est ma carte d'identité, elle a plus rien à voir. Avant, j'avais 2 prénoms, maintenant, j'en ai plein. Sans plus, je me suis amusée. J'en ai mis plein des prénoms. Puis je me suis amusée avec des prénoms plutôt à connotation masculine, féminine, neutre. Vraiment, je me suis vraiment littéralement amusée. C'est dur, non, de changer? C'est un peu dur parce qu'en fait, tu dois prouver l'intérêt légitime de tes changements de prénom, surtout quand on en a plusieurs. Donc, tu dois avoir un certain nombre de pièces. Ce qui était très marrant, c'est quand je suis allée déposer mon dossier, la dame à l'état civil m'a dit mais juste pas que vous soyez déçus, il peut arriver souvent des refus. Et puis elle me fait donc soyez pas déçus et tout nan. Et puis là j'arrive avec mon gros dossier, je dépose et je fais parce qu'en fait elle pensait déjà de base que je venais juste reprendre le formulaire. Moi j'avais déjà le formulaire, j'avais tout préparé parce que j'ai mis 1 an à faire constituer ce dossier. Et j'arrive avec mon gros dossier et il me fait ah ouais, tout ça c'est des pièces? Je fais oui. Et donc du coup j'ai eu de la chance que ça ait été accepté direct sans le moindre recours. Et ouais, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le papier de l'état civil que c'était accepté. Puis après j'ai refait tous mes papiers et tout. Mais du coup ouais, ça m'avait fait du bien de changer de prénom parce que du coup ouais, avec le prénom de la vieille c'était vraiment en mode je suis l'extension d'elle. Elle l'avait dit clairement parce que j'ai découvert mon prénom avec le Noémie au collège. Et donc le premier jour où j'avais découvert mon prénom, le premier jour, puisqu'en fait le premier jour où je l'ai découvert, je croyais que les profs juste ils avaient mis une particule en plus et que juste ils s'étaient trompés, tu vois. Comment ça, t'as découvert ton prénom? En fait, t'appelais pas comme ça avant? non. Avant on m'appelait quelque chose, donc le premier prénom, le deuxième. Alors que mon premier prénom c'était un prénom composé, quelque chose Noémie. Et donc du coup au collège on m'appelait quelque chose Noémie. Et du coup j'étais en mode
mais c'est pas mon prénom. Mais au début, je trouvais ça marrant, tu vois, fun de me faire appeler autrement, entre guillemets, jusqu'au jour où je suis allée au secrétariat. D'abord, je suis allée voir un de mes profs préférés et je lui dis ouais, monsieur, vous et vos collègues, vous m'appelez autrement que mon prénom. Comment ça et tout. Et du coup, je lui dis bah, je m'appelle pas quelque chose Noémie, je m'appelle quelque chose. Et quelque chose autre, donc le deuxième prénom. Mais je lui dis l'autre, c'est le deuxième prénom, genre pas besoin. Il me fait ah non, non, regarde la liste, puis il me montre la liste où il y a quelque chose Noémie. Et donc, du coup, j'étais allée voir le secrétariat et tout, et ils m'ont montré les papiers que mon prénom c'était bien quelque chose Noémie. Ok, donc c'est là où tu as découvert. Donc, à peine je rentre à la maison, même pas tout à fait à la maison, parce que c'était dans la voiture de la vieille, je me souviendrai toujours de ça. Et je lui dis ah, tu sais, mamie, en fait, je m'appelle pas quelque chose autre. Mais je m'appelle quelque chose Noémie. Elle me fait non, c'est pas vrai, tu t'appelles pas comme ça et tout. Je lui fais mais si, on m'a montré les papiers à l'école et tout. Et puis là, elle me fait non, mais c'est quoi, t'as honte de moi et tout. Donc du coup, elle m'a fait un peu une forme de chantage, un peu en mode de que si j'utilisais mon vrai prénom en l'état, c'est que je l'aimais pas, j'avais honte d'elle, etc. Et du coup, elle m'a fait ton prénom, ça devrait être une fierté parce que t'es une extension de moi. Et j'étais en mode J'ai pas envie de ça. pas trop. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça, le changement de prénom, ça m'a fait beaucoup de bien. De pouvoir ne plus être totalement assimilée à elle. Et sinon, sur le fait de si je me sens mieux maintenant ou pas, oui et non, dans le sens où, bah déjà, comme je disais là par rapport à ma fameuse prière, demander à Dieu une semaine sans violence, bah là, j'en ai eu plusieurs des semaines sans violence et ça fait énormément de bien de ne plus subir de violence au quotidien et de violence de plusieurs formes en fait, autant le contrôle, les violences plus à connotation spirituelle, les violences verbales, physiques, sexuelles, les humiliations et compagnie, et les menaces de mort, où ça change de plus être menacée, que ce soit arme blanche ou l'autre truc qu'elle utilisait pour me menacer. Mais du coup, sur ce plan-là, oui, ça va mieux. Parce que du coup, bah, je vis dans un cadre qui est tellement safe par rapport à ce que j'ai subi avant. Et c'est calme, en fait. Et ça fait du bien de vivre dans un endroit calme, en fait, et sans violence. Et en même temps, on va pas se mentir, je porte des grosses traces de tout ça. Et je pense que je suis marquée à vie. Et je suis pas sûre que ce soit du pessimisme quand je me dis que, d'une certaine manière, je pense que je ne guérirai jamais de tout ça, en fait. T'as subi beaucoup trop de choses. Bah, en fait, j'étais cassée dans tous les domaines de ma vie. Que ce soit mon identité en soi, mon identité, par exemple, vis-à-vis de mon prénom, vis-à-vis de, par exemple, le fait d'être trans, où j'étais cassée aussi vis-à-vis de ça. J'étais aussi humiliée sur plein d'autres choses, autant sur mon physique, par exemple, dans ma famille. Certes, on est issu de l'immigration, mais en même temps, ça se permet d'être raciste. Et je suis métisse, et donc je m'en suis tellement ramassée dans la gueule depuis petit. Et donc j'ai été aussi cassée à ce niveau-là. J'étais cassée surtout, en fait, sur mes goûts, sur qui je suis. Et j'étais cassée, même, tu vois, niveau de l'intime. J'étais cassée niveau de ouais, littéralement tout. Même, ça va jusqu'à... J'étais cassée sur le point de vue religieux, en fait, où aujourd'hui, c'est important pour moi, la religion, parce que personnellement, je crois qu'il y a une forme de Dieu à quelque part, puisque je crois à un Dieu créateur. J'essaye de me convertir dans autre chose, mais il y a beaucoup d'angoisses qui remontent à la surface, liées aux violences que j'ai subies, étroitement liées à tout ce qui est la question spirituelle. Et en fait, j'étais cassée sur tout, vraiment tous les domaines de ma vie. Même, ça va jusqu'à niveau orientation et scolaire, puisque j'étais beaucoup humiliée quand j'étais gamin sur ce point-là, puisque la vieille ne voulait pas que je devienne prof. Je voulais devenir prof. Et elle ne voulait pas. D'ailleurs, j'ai subi énormément de violences, même violences physiques, parce que j'avais le malheur de vouloir devenir prof. Et quand je voulais devenir médecin urgentiste, c'était pas mieux. Parce qu'avant, je voulais devenir médecin urgentiste, parce que, je sais pas, j'adorais les médecins urgentistes, certainement parce que j'avais souvent des fractures et que je passais mon temps là-bas, tu vois. Et donc, du coup, non, elle acceptait pas ça. Bon, ça, je l'excuse et je la pardonne pour ça, parce que son mari est décédé d'une erreur médicale. Okay, et donc, il est passé par des médecins urgentistes, et donc pour ça, je veux bien la comprendre. Une espèce de concept, enfin de contexte, pardon. C'est ça.
Donc ça encore, tu vois, médecin urgentiste, bon je comprends, mais elle a été pareille quand j'ai voulu devenir prof, elle a été pareille quand j'ai voulu devenir pompier. Moi non, mon corps ne peut plus me le permettre de devenir pompier. Mais tu vois, même sur ça, et j'étais tout le temps humiliée au quotidien dès que j'arrivais pas à faire une tâche ménagère ou quoi, même petit, c'était t'es nul, tu sais rien faire à part l'école, tu vois. Et donc ouais, j'étais cassée sur tous les domaines de ma vie, si bien que pour moi, je suis un peu comme un vase. Je dirais pas du verre, parce que le verre, tu peux, si tu le fonds, tu le refais. Mais un peu un vase qui est pas facilement réparable, qui était tellement cassé en plein de morceaux que juste c'est cassé en fait. Et certes, comme je suis plus dans l'environnement violent, et ben je suis plus un vase avec plein de morceaux étalés par terre. Mais c'est comme si tous ces morceaux étalés par terre, bah, ça avait été tout réuni dans un sac plastique. Et oui, on le tient debout pour que ça tienne, tu vois, pour faire le quotidien et tout, parce que bah, j'ai envie de vivre des trucs cool, j'ai envie de tester des choses, etc. Mais au fond de moi, je pense que je suis cassée à vie, en fait. Je suis un vase dans un sac plastique qu'on peut tenir debout, mais qui n'est pas réparé et qui est très certainement pas réparable, en fait. Est-ce que tu penses que, en plus, toutes ces violences, et comme tu dis, en plus, tu as eu des fractures, etc., est-ce que ça a joué ou en tout cas impacté tes handicaps d'aujourd'hui? Oui. Déjà, alors, je l'avais pas évoqué très volontairement dans le podcast précédent, mais du coup, j'ai des handicaps psy, bien évidemment, liés au trauma. Je ne veux pas plus détailler parce que j'aime pas trop parler de ça, mais déjà, il y a ce type de handicap qui, là, très clairement, ben, c'est des, c'est des handicaps qui sont traumatiques et qui sont liés au trauma. Donc, déjà, ne serait-ce que ça, bah, très clairement, ben, cause et fait. Et sinon, pour les autres de mes handicaps, alors, en ce qui concerne le TSA, s'il n'y avait pas eu un cadre familial violent. On va juste rappeler ce que c'est le TSA. Ah oui, rapidement. pardon. C'est du coup trouble du spectre autistique. C'est ça. S'il n'y avait pas eu ce cadre familial violent, peut-être que j'aurais pu être pris en charge plus tôt et ça m'aurait peut-être évité le burn-out. Ou j'aurais eu un burn-out un peu plus léger, donc burn-out autistique. Donc voilà. Même s'il y a d'autres facteurs qui font que j'ai été pris en charge tardivement, comme j'avais expliqué, masking et compagnie. Mais il y a aussi le cadre du contexte, tout simplement, où en fait, tout ce qui était lié au TSA pendant toute mon enfance était minimisé et j'étais humiliée par rapport à ça. Donc très clairement, la vieille n'hésitait pas à me traiter de fou parce que je supportais pas les bruits, la lumière, de chuchotes, parce que je me balançais, j'étais aussi starbée, quoi, tu vois, Ouais. tout ça. Et donc, ouais, bien évidemment, ça a retardé la prise en charge. J'ai eu ma prise en charge retardée aussi par rapport à mon trouble hyperlaxe et l'encéphalomyalgique. Puisque, alors le trouble hyperlaxe, elle est pas tout à fait responsable, puisqu'il y a eu aussi le côté que pendant très longtemps, les médecins qui me faisaient les plâtres et tout à l'époque disaient que quand je serais devenue plus grand, ça allait se résorber. Spoiler, non. J'ai un peu moins de fractures, mais j'ai tout autant d'entorses, donc ça sert pas à grand chose. Ouais. Voilà. Mais par contre, pour le M, ouais, ça pour le coup, là, je la trouve beaucoup plus responsable que le trouble hyperlaxe. Parce que, déjà, mes symptômes n'ont pas été pris au sérieux et c'était objet de moquerie à la maison. Parce que dès que j'avais des douleurs et tout, bah, c'était en mode de ouais, tu fais exprès, nanana. Puis c'était des fessées aussi liées à ça. Et puis, j'étais toujours poussée à devoir faire plus. Du coup, comme évidemment, comme la vieille avait du mal à faire les tâches diverses, ménagères et jardinage et autres, ben, il fallait qu'on mette un peu la main à la pâte, la cousine et moi. Mais du coup, ben, assez rapidement, je montrais des signes de fatigue, etc. Et en fait, c'était en mode non, tu pousses, tu vas plus loin, tu vas plus loin. Et donc en plus, j'ai intériorisé un peu ce côté-là de toujours pousser plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et donc ça m'a gravé en plus. En plus du fait que mes symptômes n'étaient pas considérés comme des symptômes en soi. Et donc du coup, encore une fois, ça a retardé ma prise en charge. Et peut-être que si le M avait été pris en charge plus tôt, je serais peut-être en état plus léger que l'état dans lequel je suis à l'heure actuelle. Ouais, ça Mais n'a vraiment pas aidé en fait. Ça a trop retardé tout ce que ouais, t'aurais dû avoir en fait. littéralement, ça a trop retardé, si bien que
Pour l'anecdote, une fois, quand j'ai eu la fameuse infection pulmonaire qui a participé à l'aggravation de l'EM, en fait, cette infection pulmonaire, elle n'est pas venue comme ça, du jour au lendemain. Elle était très très vieille et elle a été mise sous le tapis pendant plusieurs mois, où la vieille est en mode pas voir de médecin ou quoi, tu vois. C'est juste faire ses recettes de grand-mère et penser que ça va se résoudre tout seul. Mais spoiler, non. Parfois ça marche, mais parfois ça marche pas du tout. Et en fait, c'est quand, d'ailleurs, quand le médecin avait dit ça, ça m'avait fait très peur ce mot. C'est quand je me suis trouvée en détresse respiratoire que là, du coup, il a fallu passer par la case hôpital et que l'hôpital fasse ah ben infection pulmonaire, hein. Alors que ça aurait pu aller moins loin, tu vois. Bon, au final, ça n'a pas été très grave, mais c'est vraiment le côté de laisser les problèmes sous le tapis, quoi. Ouais, t'aurais pu l'éviter. C'est ça. Comme la mononucléose infectieuse, hein, pareil, où ça a été laissé sous le tapis et où il y a rien eu de fait. Ouais, c'est ça. Ça continue dans le truc de la maltraitance. Oui, mais par omission, du coup, par forme de négligence. C'est aussi pour ça que c'est important qu'il y ait des invités comme toi qui viennent raconter leur histoire. C'est que on a déjà eu aussi le cas, par exemple, dans le podcast d'Esther où sa mère lui faisait vivre un enfer. C'est important de parler parce qu'il y a des personnes qui, comme vous à l'époque, mais le vivent maintenant, ne se rendent pas compte que c'est pas la normalité. Et peut-être qu'avec des témoignages comme les vôtres, ça va permettre de dire ah, c'est peut-être pas normal ou j'ai le droit de ne pas subir ça. Bah, c'est ce que je me dis. Parce que tu vois, c'est ce que je me dis dès que d'une manière ou d'une autre, j'en parle à quelque part ou que j'essaye de visualiser le sujet. C'est ce que je me dis aussi quand je fais des actions enfantistes. C'est ce que je me dis aussi, notamment les collages. En fait, ce qui est génial avec les collages, c'est que ça vient des endroits et des moments où c'est pas prévu et où du coup c'est pas contrôlé. Et je me dis si, ouais, il y a un message de prévention qui atterrit dans l'oreille d'une personne qui en aurait besoin et que ça peut l'aider pour l'en sortir avant que ce soit trop tard ou jusque la personne soit trop marquée et détruite, c'est bien si ça peut aider au moins une personne, tu vois. Parce que je me dis que ouais, c'est hyper important en fait de parler de ces sujets-là, d'être d'avoir un minimum de prévention, de connaître un peu ces sujets-là un minimum, tu vois. Aussi, pas que pour la personne qui subit directement, parce que notamment, si t'as pas trop le droit à l'extérieur, tu vas pas forcément facilement avoir l'accès. Mais pour les personnes autour, on a un devoir sociétal en tant qu'adulte, que si on voit un enfant qui est en danger, qui nous semble en danger, d'intervenir en fait. De pas juste se dire oh, Ouais, c'est ses parents, ils gèrent. voilà, c'est pas mon problème. En fait, si. Sociétalement, c'est notre problème à tous toutes en fait. Parce que personne ne devrait subir ça, et encore moins des personnes dites vulnérables. Et c'est non pas parce qu'elles sont vulnérables foncièrement, mais c'est parce que sociétalement, elles sont vulnérables, que ce soit les enfants ou les personnes très âgées aussi qui subissent d'autres types de violences, d'autres contextes, etc. Merci à toi d'avoir pris le courage de venir aujourd'hui pour en parler. On sait très bien que ça n'a pas été simple pour toi. C'est des sujets qui peuvent encore être très sensibles. Donc merci beaucoup. Nous, en tout cas, on tenait à dire dans toute l'équipe qu'on te soutient vraiment dans ton avancement et si tu as besoin, on est toujours, on restera à l'écoute. Merci à tous ceux aussi qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires à Yora Noémie pour aussi le soutenir. D'ailleurs, si vous aussi vous avez été dans cette situation, vous pouvez partager avec nous votre histoire, n'hésitez pas. C'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On a un live toutes les semaines avec une sortie de podcast toutes les semaines. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.